Bonjour à tous mes élèves de seconde. Dans cette vidéo, on va corriger l'activité que vous aviez à faire, là, qui porte sur le vecteur vitesse et sur la notion de translation. Pour rappel, en fait, là, cette activité, elle introduit en fait un nouveau chapitre, un chapitre relativement court. On essaye de décrire la trajectoire d'un objet. Maintenant, vous savez ce que c'est que la trajectoire d'un objet, mais en disant, en établissant également la vitesse avec laquelle va cet objet le long de sa trajectoire. On sait qu'un objet, quand il se déplace, il ne va pas tout le temps à la même vitesse. Parfois il accélère, parfois il freine. Et justement, pour montrer que parfois il accélère, parfois il freine, pour montrer où est-ce qu'il accélère, où est-ce qu'il freine, eh ben, il faut introduire un nouvel outil qu'on appelle le vecteur vitesse. Et vous aviez à travailler ça dans cette activité, on va maintenant la corriger. Donc objectif de l'activité, à apprendre à analyser la trajectoire d'un mouvement, ok, apprendre à représenter le vecteur vitesse d'un objet. Et le petit document introductif, il nous dit: le décollage et l'atterrissage d'un avion sur la piste d'un aérodrome sont des exemples de mouvements rectilignes. Ils peuvent être étudiés en suivant l'évolution du vecteur vitesse de l'avion. En effet, quand l'avion est sur la piste d'atterrissage, il va bien tout droit, d'accord, qu'il décolle ou bien qu'il atterrisse, ou bien qu'il se déplace pour aller d'un hangar à un autre, par exemple. Dans tous les cas, tant qu'il est au sol sur la piste d'atterrissage, eh ben, il va tout droit. Et quand il va tout droit, on dit que le mouvement est rectiligne. Alors il n'est pas forcément uniforme, hein. Uniforme, ça veut dire que la vitesse est constante, qu'elle ne change pas. Et là, on va voir que quand il décolle, la vitesse, elle augmente. Quand il atterrit, la vitesse, elle diminue. Et quand il va d'un hangar à l'autre, la vitesse, elle est constante. Et donc du coup, il va falloir trouver un moyen de savoir quand est-ce qu'il accélère, quand est-ce qu'il freine, etc. C'est ce qu'on va voir justement dans l'activité. La question qu'on se pose, c'est quelles informations sur le mouvement rectiligne l'évolution des caractéristiques du vitesse fournit-elle, du vecteur vitesse fournit-elle. Alors dans le document 2, on nous dit enregistrement de la trajectoire d'un point de l'avion. Le pointage du mouvement d'un point M modélisant l'avion dans le référentiel terrestre est représenté ci-dessous pour 3 situations différentes. Alors ici, on s'est placé du point de vue de quelqu'un qui se situe sur le bord de la piste et qui regarde l'avion passer. Et comme il est sur le bord de la piste fixe, l'observateur, on dit qu'on se place du coup dans le référentiel terrestre. Vous vous rappelez, hein, dès qu'on se met du point de vue de quelqu'un qui est fixe à la surface de la Terre et qu'il observe les mouvements autour de lui, on dit qu'on est dans le référentiel terrestre. On nous dit que l'intervalle de temps qui sépare deux positions consécutives du point M est constant et vaut delta t égale 1 seconde. Donc l'écart de temps entre deux points, c'est 1 seconde. Donc entre le point M0 et le point suivant qui est le point M1 ici, on a attendu que l'avion se déplace pendant 1 seconde. Puis de nouveau on a attendu 1 seconde, etc. etc. Okay, l'écart de temps entre tous les points, c'est bien 1 seconde. Pareil pour la situation 2, toujours 1 seconde entre les points, et pareil pour la situation 3, 1 seconde entre tous les points. Ensuite, document 3, c'est le document le plus dur. On nous dit le vecteur vitesse V2 d'un système au point M2. Donc imaginons, là vous voyez, vous avez un morceau de trajectoire ici, vous avez les points M1, M2, M3, un peu comme là. Et on vous dit qu'on veut calculer, on veut représenter ce qu'on appelle le vecteur vitesse au point M2. On aurait pu choisir de le faire au point M1 ou au point M3. Là c'est un exemple, on choisit de le faire au point M2. Et on voit que le point M2, il se situe entre les points M1 et M3. C'est logique. C'est pour ça qu'on vous dit le vecteur vitesse V2 d'un système au point M2 entre deux dates. Donc entre deux dates, c'est entre deux temps, c'est la même chose. T1 et T3. Ah, pourquoi est-ce qu'on dit entre deux temps T1 et T3 ? T1, c'est le temps au bout duquel on a pris le point M1, et T3, c'est le temps au bout duquel on a pris le point M3. Et on vous dit que pour calculer ce vecteur vitesse V2, il faut faire la longueur M1, M3, donc la longueur entre M1 et M3, vous voyez ici, cette longueur-là, qui est sur ce pointillé, divisée par l'intervalle de temps entre M1 et M3, qui est écrit ici en T3 moins T1. T3 moins T1, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, dites-vous seulement que c'est l'écart de temps qu'il y a entre M1 et M3. Si l'objet il met, je sais pas, 10 secondes pour aller de M1 à M3, ça veut dire que T3 moins T1, ça vaut 10 secondes. C'est vraiment l'écart de temps. Ok ? On vous dit que le vecteur, donc le vecteur, vous savez ce que c'est, hein, c'est une flèche en mathématiques, c'est une flèche qui a une certaine direction, un certain sens et une certaine longueur. On nous dit déjà que cette flèche, elle est parallèle au segment M1, M3. Vous voyez là, le segment M1, M3, il est en pointillé ici, et la flèche, elle est parallèle au point M1, M3. On voit aussi qu'elle part du point M2, parce qu'on trace le vecteur vitesse au point M2, donc elle part du point M2, et elle est parallèle au segment M1, M3. Okay,
on voit également que son sens, c'est dans la direction du mouvement. Donc si notre objet il suit le mouvement de ma flèche, ça veut dire qu'il fait comme ça, il va de gauche à droite, et bien la vitesse, la flèche du vecteur vitesse, elle ira aussi de gauche à droite. Okay, si jamais l'objet il avait été dans ce sens-là, il aurait parcouru la trajectoire dans ce sens-là, ça veut dire dans l'autre sens, et bien la flèche elle aurait été aussi dans l'autre sens. Okay, et on nous dit comment tracer ce vecteur. On nous dit il faut mesurer la distance entre les points M1 et M3, c'est ce que je vous ai dit, on mesure ça avec une règle, on mesure. Et ensuite, on en déduit du coup la distance parcourue par l'objet entre les points M1 et M3. Par exemple, on pourra dire, entre M1 et M3, notre objet il a parcouru, je dis par exemple, un truc au hasard, 10 mètres. Okay, entre M1 et M3, il y a 10 mètres. Ensuite, il faut choisir une échelle de représentation. Par exemple, 1 cm sur le schéma correspond à 10 mètres par seconde dans la réalité. Alors ça, on va rentrer dans le détail tout à l'heure, mais sachez que ce que ça veut dire, c'est que plus la vitesse sera grande, plus notre flèche devra être longue. Donc si notre objet il va à 10 mètres par seconde, il faudra que la flèche elle ait une certaine taille. Et si notre objet il va à 20 mètres par seconde, il faudra que la flèche soit 2 fois plus grande. Et on pourra dire par exemple, 1 cm sur la feuille correspond à 10 mètres par seconde dans la réalité. Comme ça, si notre objet il va à 10 mètres par seconde, sur la feuille, notre flèche fera 1 cm. Si notre objet va à 20 mètres par seconde, donc 2 fois plus vite, la flèche fera 2 cm, etc. C'est pour ça qu'il faut choisir une échelle. Et ensuite, question 3, une fois qu'on connaît la direction, le sens et la longueur de notre vecteur, il suffit de le tracer le vecteur V2 à partir du point M2 et parallèle au segment M1, M3. Ok, on va faire ça dans des cas plus simples, ne vous inquiétez pas, si vous avez eu du mal à faire ça, on va le faire ensemble. Allez, question. Question 1, pour chaque situation du document 2, donc ici, reproduire le pointage, donc il faut refaire les points, sur votre feuille pour les 3 situations et préciser la nature du mouvement du point M. Donc il faut dire est-ce qu'il est rectiligne, curviligne ou bien circulaire. Alors je vais le faire, hop, vous avez ici le pointage, et on voit que dans les 3 cas, le mouvement de l'avion est rectiligne, il va tout droit. Okay, dans les 3 cas, tout droit et tout droit. Mouvement rectiligne. Okay, ensuite, petit b, le point M représente à chaque fois le centre de l'avion. Est-ce que tous les points de l'avion ont le même mouvement que M? Alors là, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore abordé. Vous voyez, notre avion là, qui est représenté ici, il a une grande taille. D'accord? Et en fonction de quel endroit on regarde de l'avion, peut-être que tous les points ne vont pas à la même vitesse. Souvent, quand on fait un pointage et qu'on représente la position d'un objet, on prend le centre de l'objet. Donc en fait, là, à chaque fois que vous avez un point ici, c'était la position du centre de l'avion à un certain moment. Au début, le centre de l'avion était ici, après une seconde, il était ici, après une seconde, il était ici, etc., etc. Donc à chaque fois, c'est le centre de l'avion. Et on vous demande, si on n'avait pas pris le centre de l'avion, si on avait pris, je sais pas, par exemple, le bout le bout des hélices, ou bien ici l'aileron, ou bien les ailes, est-ce que le mouvement aurait été le même? Dans ce cas, oui. Si on avait pris le mouvement de l'aileron, par exemple, l'aileron, il se serait déplacé lui aussi en ligne droite en mouvement rectiligne. Si on avait pris les ailes ici, elles se seraient déplacées elles aussi en ligne droite en mouvement rectiligne. Donc dans ce cas-là, en effet, le mouvement est bien rectiligne dans les 3 cas. C'est ce que j'ai noté ici. Oui, n'importe quel élément de l'avion est en mouvement rectiligne. Toutes les parties de l'avion sont en mouvement rectiligne. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et je vais vous montrer un exemple où ce n'est pas forcément le cas. Donc ici, vous allez voir simplement une balle, voilà. Une balle qui roule sur elle-même. Vous voyez, c'est simplement une balle qui avance en roulant. Ok. Donc maintenant, on va essayer d'analyser la trajectoire de cette balle. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder d'abord le centre de la balle. Vous voyez, le centre ici, c'est au bout de ce trait. C'est le centre de la balle et on va regarder sa trajectoire. Donc si je regarde le centre de la balle, regardez ce qui se passe, c'est le trait vert qui apparaît. On a bien une trajectoire comme ça qui est rectiligne. Le centre de la balle est bien rectiligne. Vous voyez, il va tout droit. Donc on pourrait se dire, notre balle a un mouvement rectiligne. Mais ici, il faut faire attention, c'est le centre de la balle qui a un mouvement rectiligne. Si on devait analyser un autre point de la balle, et on va analyser notamment, vous voyez le point, le bout du trait de la balle ici. Vous voyez ce bout-là? Le bout de la balle qui tourne. Et on va regarder sa trajectoire. Alors regardez la trajectoire que ça donne, elle va être affichée en rouge. Donc vous voyez là, le bout du trait de la balle, il a une trajectoire qui n'est pas du tout rectiligne.
c'est une trajectoire qui est curviligne. Donc du coup, en fonction de quel endroit on est en train de considérer sur un objet, ce ne sera pas forcément le même mouvement. Le centre de la balle a un mouvement rectiligne, alors que le bout de la balle ici, lui, il a un mouvement curviligne. Okay, donc dans certains cas, la trajectoire n'est pas rectiligne. Donc il faut faire attention. Et on le voit notamment là, si je trace les deux trajectoires en même temps, on a bien le centre qui a un mouvement rectiligne, et on a bien le bout de la balle, je ne sais pas comment dire, le bout de ce trait là, qui représente la balle qui roule, elle a un mouvement curviligne. Ok ? Donc ici, on n'est pas dans ce cas de figure compliqué, on est dans le cas de l'avion. Dans l'avion, peu importe l'endroit de l'avion qu'on regarde, c'est un mouvement rectiligne, donc il n'y a pas à se poser de questions. Ok ? Donc ça, c'est la question 1. Donc question 2. Dans la question 2, on vous demande de s'intéresser à la situation 1 et de calculer la vitesse de l'avion. Alors ici, j'ai modifié un petit peu le document, vous avez, c'est pas exactement la même chose que ce qu'on vous demandait, c'est exactement la même logique, mais c'est pas la même chose exactement qu'on vous demandait. On vous demande de calculer la vitesse de l'avion au point M1. Enfin, moi, je vous demande de calculer la vitesse de l'avion au point M1, alors que vous, il y avait marqué de la calculer au point M2. Bon. Moi, je vais faire la correction avec cette version corrigée. C'est celle-là que je vous demanderai de prendre en tant que correction après coup. Ok ? Parce qu'en fait, de choisir de tracer la vitesse au point M1, ça permettra de la tracer également au point M3, ce qu'on ne peut pas faire sinon. Ok ? Donc, on va bien prendre le point M1 ici. Okay, et pas le point M2 comme la première version que je vous ai donnée. Voilà. Alors, on nous dit, on va s'intéresser à ça, et on utilisera pour échelle un carreau égale 10 mètres. Autrement dit, vous voyez là, les carreaux qui sont dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est que chaque carreau correspond à 10 mètres dans la réalité. Donc, pour passer du point M0 au point M1, vous voyez qu'il y a deux carreaux qui séparent les deux points. Ça veut dire que l'avion a avancé de 2 fois 10 égale 20 mètres dans la réalité. Ok ? C'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Donc on nous demande combien vaut la distance M0, M2. Donc M0, M2, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Dans M0, M2, il y a combien de carreaux? Il y en a 4 carreaux. Chaque carreau correspond à 10 mètres. Donc on a 4 carreaux fois 10 mètres égale 40 mètres. C'est ce que j'ai noté. On voit que l'écart entre les points M0 et M2 est de 4 carreaux. L'échelle nous indique qu'un carreau correspond à 10 mètres. Donc taille sur la feuille, donc le petit produit en croix, je rappelle, quand on utilise une échelle, on fait un petit produit en croix. Taille sur la feuille, un carreau correspond à 10 mètres. Donc 4 carreaux, ça correspond à combien? 4 fois 10 divisé par 1 donne 40 mètres. Ok? 4 fois 10, ça fait 40. Divisé par 1, ça reste 40. Donc on a bien 40 mètres. La distance entre M0 et M2, c'est 40 mètres. Ensuite, petit b. Quel est l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre les positions M0 et la position M2? Donc entre M0 et M2, il y a combien de temps? Alors, rappelez-vous, on vous dit qu'il y a un écart de 1 seconde entre chaque point. Donc il y a un écart, deux écarts. Chaque écart compte pour 1 seconde, donc on a 2 fois 1 seconde est égal à 2 secondes d'intervalle. On nous dit qu'entre deux points successifs, il y a un intervalle de temps de delta t égale 1 seconde. Je rappelle, le delta devant t, ça veut dire que c'est un écart de temps, c'est une durée. Donc il vaut 1 seconde. Donc entre M0 et M2, il y a bien 2 secondes, parce qu'il y a 2 écarts. Ok ? Ensuite, petit c, calculez alors la valeur de la vitesse V2 en utilisant la formule du document 3. Donc on va utiliser cette formule-là, sauf qu'on va l'appliquer au point M1. Donc la vitesse au point 1, ce sera M0, M2. Hein, d'accord, c'est la vitesse au point 1, c'est l'écart de distance entre le point d'avant et le point d'après. Donc si on calcule la vitesse au point 1, ce sera bien entre M0 et M2, divisé par l'écart de temps entre M0 et M2. C'est la formule que j'ai écrite ici. Utilisons la formule pour calculer la vitesse au point 2. V2 est égal à M0, M2, donc c'est l'écart entre M0 et M2, divisé par T2 moins T0. Je rappelle, T2 moins T0, ça veut juste dire l'écart entre M2 et M0. Okay, donc on a vu qu'il y avait 40 mètres entre M0 et M2. On a vu que l'écart de temps, c'était 2 secondes, hein, c'est les questions A et B. Et maintenant, on divise les deux. 40 mètres divisé par 2 secondes, ça fait 40 divisé par 2 égale 20 mètres par seconde. Donc, au point M1, l'avion va à 20 mètres par seconde. Ok ? Donc là, on a réussi à calculer la vitesse de l'avion en un point bien précis, c'est le point M1 ici. Ok ? Ensuite, petit d, quel sera le sens et la direction du vecteur vitesse? Donc quel sera son sens et sa direction? Ça veut dire dans quel sens va aller la flèche.
Alors déjà, la flèche, si vous regardez la trajectoire, eh ben, il faut qu'elle soit parallèle au segment M0 et M2. Et vous voyez que le segment M0 et M2, il est horizontal comme ça. Donc la flèche, si elle doit être parallèle au segment M0 et M2, eh ben, elle sera également horizontale. Ok? Rappelez-vous, là, je suis en train d'utiliser le même terme qu'ici. Vous vous rappelez, quand on a voulu qu'elle mette la vitesse au point M2 ici dans l'exemple, il fallait que la flèche soit parallèle au segment M1, M3. Et bien ici, si on veut faire la flèche au point M1, la flèche, la vitesse au point M1, et bien il faut que ce soit parallèle au segment M0, M2. Okay, et ensuite, son sens, c'est est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche? Ben, vous voyez que l'avion va à droite, donc du coup la flèche ira aussi à droite. Donc c'est ce qu'on a dit. Le vecteur sera parallèle au segment M0, M2, et sera donc horizontal, hein. Horizontal c'est comme ça. Et comme l'avion va de gauche à droite, le vecteur sera dirigé vers la droite. Et ensuite, en utilisant l'échelle suivante, 1 carreau égale 20 mètres par seconde, tracez sur votre pointage le vecteur V1. Donc on sait que 1 carreau sur notre pointage, ça correspondra à 20 mètres par seconde pour la vitesse. Et maintenant, on peut tracer du coup notre vecteur. Alors comment on fait? On nous donne l'échelle, 1 carreau vaut 20 mètres par seconde. Donc si notre vecteur, donc ici, notre vecteur vitesse, il fera combien? Eh bien, il fera 1 carreau de long. Pourquoi? Parce que 1 carreau correspond à 20 mètres par seconde. Notre vecteur fait 20 mètres par seconde. Notre vitesse, c'est 20 mètres par seconde. Donc si on a 20 mètres par seconde, ça correspondra sur notre feuille bien à 1 carreau. Donc ici, il va falloir faire un vecteur qui part du point M1, qui va vers la droite et qui fait 1 carreau de long. Et c'est exactement ce que j'ai fait ici. Regardez, hop. Le vecteur V1, c'est une flèche, c'est un vecteur, qui est dirigé vers la droite, qui part du point M1 et qui fait 1 carreau de long. Pourquoi il fait 1 carreau de long? Parce qu'on a vu que 1 carreau, ça correspondait bien à 20 mètres par seconde, ce qu'on a calculé. Ok? Et maintenant, bah, question 3, il faut faire pareil avec le point M3, donc il faut faire pareil avec le point ici. Et exactement tout pareil. Donc on y va. On voit que maintenant que l'écart entre les points M2 et M4, c'est, on compte, hein, 1, 2, 3, 4 carreaux. On nous rappelle que l'échelle nous dit que 1 carreau ça correspond à 10 mètres, hein. Je rappelle, c'est écrit ici. 1 carreau correspond à 10 mètres. Donc si on a 4 carreaux et que chaque carreau correspond à 10 mètres, et ben on a petit produit en croix et on trouve que ça fait 40 mètres. Okay, donc il y a 40 mètres entre M2 et M4. L'écart de temps entre M2 et M4, et ben on compte, on a 1, 2 écarts. Chaque écart correspond à 1 seconde, donc on a bien 2 secondes d'écart entre les deux points. Maintenant, on utilise la formule, donc la formule qui est ici, sauf qu'on adapte les chiffres, hein, c'est pas exactement les mêmes chiffres. V3, ça va être égal à M2, M4, donc la distance entre M2 et M4. Hein, je rappelle, la formule, c'est pour calculer la vitesse au point 2, il faut prendre la distance entre le point d'avant et le point d'après. Donc ici, on est au point 3, donc c'est la distance entre le point M2 et le point M4, divisé par l'écart de temps entre M2 et M4, qu'on écrit ici T4 moins T2, et on a vu que ça valait 2 secondes. On fait le calcul et on trouve qu'on obtient à nouveau 20 mètres par seconde. Donc l'avion va de nouveau à 20 mètres par seconde au point 3. Ok ? Donc il va à 20 mètres par seconde ici, au point 1, et il va à 20 mètres par seconde ici, au point 3. Même vitesse. Ensuite, quel sera le sens? Eh bien le sens ce sera horizontal, toujours dirigé vers la droite, il n'y a rien qui change. On sait qu'un carreau correspond à 20 mètres par seconde, donc notre vecteur fera un carreau de long. Et on voit du coup que la vitesse n'a pas changé et que le vecteur vitesse a la même taille que V1. Donc en fait ici notre vecteur, notre flèche, elle aura la même taille que la première qu'on a fait. Et comment est-ce qu'on représente ça? Ben comme ça. On a deux vecteurs qui ont la même taille car ils correspondent à la même vitesse, 20 mètres par seconde. Donc on a tracé deux vecteurs vitesse, un au point M1, un au point M3. Et ensuite on nous demande que remarquez-vous? Eh ben on remarque que... que remarquez-vous? Ben on remarque du coup que la vitesse est la même. Question 4. Que pouvez-vous en déduire quant à la vitesse de l'avion lors de son mouvement? Étant donné que la vitesse est la même tout le long du mouvement, on dit que le mouvement est uniforme. Vous vous rappelez, là, on a vu qu'en 2 points, la vitesse ne changeait pas. Donc on peut se douter qu'en fait, le vecteur vitesse, il ne change pas. Il vaut toujours 20 mètres par seconde. Et donc, ça veut dire que la vitesse ne change pas. Et donc, ça veut dire que le mouvement est uniforme. L'avion n'accélère pas et l'avion ne freine pas. Il est en mouvement uniforme. Et comme il va tout droit, on dit qu'il est aussi en mouvement rectiligne. Donc, si on met tout ça ensemble, ça fait un mouvement rectiligne uniforme. Ok ?
Et ensuite, pour la question 5, et du coup, il va falloir calculer, vous voyez, dans la question 5, les vecteurs vitesse au point M1 et M3 dans chacune des situations. Donc il va falloir calculer le vecteur vitesse ici, le vecteur vitesse ici, le vecteur vitesse ici, et le vecteur vitesse ici. Alors pour ce faire, j'ai résumé la situation sous forme d'un tableau. Vous avez la situation 2 ici, la situation 3 ici, okay, deux situations. Et dans la situation 2, vous avez dans la première colonne le calcul du vecteur V1, dans la deuxième colonne le calcul du vecteur V3. Pareil pour la situation 3, on a le calcul du vecteur V1, le calcul du vecteur V3. Première chose à faire lorsqu'on va calculer le vecteur vitesse, c'est de calculer l'écart de distance entre le point d'avant et le point d'après de chacun des vecteurs. Donc pour V1, ça va être entre M0 et M2, pour V3, ça va être entre M2 et M4. Pareil pour la situation 3. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour le vecteur V1, j'ai vu qu'il y avait 2,25 carreaux entre M0 et M2. Et pour le vecteur V3, j'ai vu qu'il y avait 3,75 carreaux entre M2 et M4. Ensuite, pour la situation 3, j'ai vu qu'il y avait 4,6 carreaux entre M0 et M2 et 3,6 carreaux entre M2 et M4. C'est ce que j'ai noté ici. Distance en carreaux. Ensuite, cette distance en carreaux, en utilisant l'échelle, je rappelle 1 carreau correspond à 10 mètres dans la réalité, et je calcule la distance en mètres, en multipliant en fait tout simplement tous ces résultats par 10, ou en faisant le petit produit en croix qu'on a fait tout à l'heure. Donc si je fais ça, je trouve qu'on a 22,5 mètres pour le V1, 37,5 mètres pour V2, 46 mètres pour V1 ici, situation 3, et 36 mètres pour V3 à la situation 3. Ok ? Ensuite, c'est quoi l'écart de temps à chaque fois entre le point d'avant et le point d'après? Et bien ici, à chaque fois, on a 2 écarts. Ensuite, pour le vecteur vitesse V3, on a 2 écarts. Ici, on a 2 écarts, et ici, on a 2 écarts. Donc on a à chaque fois 2 écarts. On se rappelle que chaque écart correspond à 1 seconde, donc l'écart de temps, ça vaut tout le temps 2 secondes. Ensuite, on peut calculer la valeur de la vitesse, et pour calculer la valeur de la vitesse, je rappelle, on fait la distance divisé par l'écart de temps, ok? C'est l'écart entre les points, la distance entre les points divisé par l'écart de temps entre les deux points. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait 22,5 divisé par 2, ça m'a donné 11,25 mètres par seconde. 37,5 divisé par 2, je trouvais 18,75 mètres par seconde. Pareil pour la situation 3. Donc j'ai calculé la valeur de la vitesse dans tous les points pour les deux situations. Et maintenant que j'ai la valeur de la vitesse, il faut que je sache à quelle distance en termes de carreaux ça correspond sur mon quadrillage. Je rappelle qu'on avait vu que 1 carreau ça correspondait à 20 mètres par seconde, hein. C'est ce qui est écrit ici, hein. 1 carreau égale 20 mètres par seconde. En faisant mon petit produit en croix, je trouve la taille du coup du vecteur vitesse sur mon schéma. Donc j'ai fait mon petit produit en croix et j'ai vu que 11,25 mètres par seconde ça correspond en fait à 0,56 carreaux. Rappel, j'ai fait un produit en croix avec cette valeur-là. Si jamais vous n'arrivez pas à refaire ce produit en croix, n'hésitez pas à me poser une question sur Louisematic. Hein. Pareil, pour le vecteur V3, j'ai trouvé 0,94 carreaux de long. Pour le vecteur V1 de la situation 3, je trouvais 1,15 carreaux de long. Et pour le vecteur V3 de la situation 3, j'ai trouvé 0,9 carreaux de long. Et maintenant, je les représente. Alors déjà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que dans la situation 2, le vecteur il grandit parce que la vitesse est d'autant plus grande au fur et à mesure du temps. Ça veut dire que plus l'avion avance, plus il va vite. Autrement dit, il accélère. Vous voyez bien que la vitesse ici, elle a augmenté entre V1 et V3. Alors pour la situation 3, la vitesse, elle a diminué. On est passé de 23 à 18 mètres par seconde. Donc dans ce cas-là, si la vitesse elle augmente, ça veut dire que l'avion il accélère, et s'il accélère, ça veut bien dire qu'il décolle, alors que dans la situation 3, vous voyez que la vitesse elle diminue, ça veut dire que l'avion il freine, donc on est dans une situation où l'avion il atterrit. Et maintenant je représente ça sur mon schéma que j'avais fait tout à l'heure. Je rappelle que dans la situation 1, l'avion il allait tout le temps à la même vitesse. Ici vous voyez que pour la situation 2, j'ai eu le vecteur vitesse V1 qui fait 0,56 carreaux et le vecteur vitesse V3 qui fait 0,94 carreaux. Donc on voit bien que hop, mon vecteur V1, alors on le voit un peu, hein, il est un peu plus petit, il fait un peu moins d'un carreau, il fait à peu près un demi-carreau, alors que le vecteur vitesse V3 il est un peu plus long. Donc du coup cette flèche là elle est plus petite que celle-là, ça montre que l'avion il accélère. Par contre ici pour la situation 3, vous voyez que la vitesse V1 elle fait 1,15 carreaux, et la vitesse V3 elle fait plus que 0,9 carreaux. Donc du coup si je les représente, vous voyez que ici ma flèche
elle est elle est grande, elle fait 1,15 carreau. Et ici, elle a rétréci, elle fait 0,9 carreau. Donc elle a un peu rétréci, ça montre bien que l'avion il décélère, il va de moins en moins vite. Parce que les flèches sont de plus en plus petites. Ok? Et donc du coup, en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vecteurs vitesse ici, qui sont représentés sur la trajectoire, ils permettent de savoir si un objet accélère ou freine à différents moments de sa trajectoire. Il faut savoir tracer ces vecteurs-là, c'est important. Donc entraînez-vous, refaites cette activité, si jamais c'est pas bien clair, je vous donnerai des exercices la prochaine fois. Ok? On verra également le cours. Ok, alors j'espère que ça a été clair pour vous, je m'excuse encore d'avoir changé un petit peu l'activité pour... en vous demandant de tracer des vecteurs vitesse à d'autres points que ceux qui étaient dans l'activité que je vous avais faite. Mais l'important, c'est que vous vous soyez entraîné et vous avez très bien pu réussir à tracer la vitesse au point M2, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai juste décidé de le faire au point M1, M3. Ça change pas grand-chose au final. Ok, voilà. Donc, je vous souhaite voilà, bonne fin de journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo la prochaine fois.